Bahia de Stan Getz. On va peut-être un rien plus fort, peut-être. Celui-là. On est trois. Ça va le son, hein? C'est bon. Après, on peut le réécouter après sur l'album. Qui est celui-là. C'est son chant. Guantanamera de Celia Cruz y la Sonora Matancera. Voilà, on peut le réécouter après. Bon, on a écouté trois musiques latino-américaines qui appartiennent à la catégorie, ça c'est tout un problème qu'on peut discuter après, de musique latine, musica latine. Et ce sont des musiques qui ont été, qui se sont développées grâce au cinéma, grâce aux enregistrements, beaucoup grâce aux États-Unis, quelques-unes aussi à Paris. Et donc, avec le jazz, elles ont constitué vraiment la musique du XXe siècle. Et ça, déjà, ça mérite que l'on s'y intéresse un tout petit peu. Évidemment, moi, je ne les traite pas. Bon, j'en prends quelques-unes parce que je ne résistais pas quand même à l'idée de tirer un fil et d'arriver à ces musiques-là. Mais ce qui m'a intéressé, c'est un tout petit peu avant. Vous avez vu, les trois musiques, elles sont très différentes et pourtant elles ont les mêmes matrices. Et donc cette histoire-là, ces matrices-là, ce qu'on appelle la musica criolla, qui va faire l'objet de cette présentation. On va peut-être... Bonsoir. Bonsoir. Donc on va arriver jusqu'à ces musiques-là, mais on ne va pas les traiter, voir un peu comment tout cela se constitue et pourquoi, par exemple, Oblivion de Piazzolla a quelque chose à voir avec Bahia de Stan Getz, parce qu'a priori, c'est quand même une musique extrêmement différente. Alors, qu'est-ce que c'est que ces musiques criollas? Je vais en donner un exemple, j'aurais pu en donner plus, et je m'excuse pour le Mexique, mais on peut revenir, parce que le Mexique pose un problème tout à fait passionnant, mais il est bien représenté dans le livre, je ne l'ai pas oublié. Alors, je vais vous passer une musique criolla qu'on va juste écouter, et après, je vais vous passer quelque chose qui ressemble au petit africain. Celle-là, elle vient du Venezuela et s'appelle Araguaney. Alors, vous avez entendu des rythmes, il y a les trois temps, il y a des instruments et il y a quelqu'un qui chante et qui raconte une histoire. Et je vais y revenir très vite parce que c'est ça qui m'intéresse. Il raconte une histoire qui là, en l'occurrence, je ne sais pas combien de gens comprennent l'espagnol à part notre Mexicaine. Bon, il raconte une histoire de la campagne.
Mais il raconte une histoire, retenons ça. Parce que ces musiques criollas, en plus ça se danse. Hein. En plus tout ça se danse, et c'est une danse qui est très, très gracieuse. Et donc, quand je dis musique criollas, et c'est le terme pour créole, mais si je le dis en français, créole, c'est un terme très caraïbe, alors que le criollo, c'est tout ce qui est né sur le sol américain, blanc ou noir. Hein. Ça, c'est, il n'y a pas de... c'est un même terme pour tout. Donc, je sais plus... Ouais. Arawanei. Après, je vais vous les donner, si vous voulez, c'est Mario Huacarán qui la musique. Et donc, ces musiques criollas, en fait, elles posent un problème qui est passionnant et qui est celui des narrations. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Mais ça, je vais revenir après. Quels instruments joue-t-on? Quel rythme? Parce qu'il y a les trois temps. Les trois temps sont typiques, mais il y a quelque chose d'autre aussi qui s'ajoute aux trois temps. Et juste pour, par coquetterie si l'on veut, Ali Farka Touré, Mali. Il y a quelque chose à voir. Ça ressemble un peu. Si j'ai passé Ali et Fakatouré, c'est parce que en fait, ces musiques criollas sont le résultat de trois mélanges, trois matrices, mélange qui va s'effectuer déjà fin 15e commence, début du 16e siècle. Et donc là, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Alors on va aller dans chacune de ces matrices. D'abord, l'apport ibérique. Je dis toujours ibérique parce qu'on oublie, moi je suis d'origine espagnole et je connais l'impérialisme de mes ancêtres. Donc on oublie toujours le Portugal, qui est très important aussi, et qui, grosso modo, va être un peu la même chose. Au Brésil, encore que le Brésil va se développer beaucoup plus tard que l'Amérique hispanique. Donc il y a d'abord l'apport ibérique, qui est peut-être le plus important. Il y a l'apport amérindien, je vais revenir sur chacun, et à mon avis, un autre apport qui est très très important, c'est l'apport africain. Parce que toutes ces musiques ressemblent à certaines musiques espagnoles ou ibériques, mais ne sont pas tout à fait les mêmes, on va l'entendre tout à l'heure, parce que à chaque fois, les Africains ont transformé ces musiques, ont ajouté des choses, leur ont enlevé un aspect qu'ils pensaient qu'il était un peu compassé, enfin bon, bref. On va passer dans chacune. Donc, la base de toutes ces musiques, c'est la musique ibérique, qui est déjà une musique un peu particulière parce que vous connaissez c'est un peu la musique espagnole. L'Espagne est un peu différente des autres pays de l'Europe occidentale du fait qu'elle a un triple héritage. Il y a une musique, j'allais dire chrétienne, occidentale, je ne sais pas comment l'appeler, une musique qui sera médiévale, mais qui se transforme avec la musique arabe et avec la musique juive. Et donc déjà, elle est métissée, et elle est en plus, ce que les gens peut-être ne savent pas toujours, c'est que des Africains vivent déjà en péninsule ibérique avant la conquête de l'Amérique. Ils sont là, à Lisbonne, il y a un quartier de gens qui viennent souvent du Congo, ce qu'on appelait le Congo, et qui sont là depuis le milieu du XVe siècle, à Séville, du côté, quelqu'un connaît Séville, le quartier des Gitans Cliana, bon, il y a même une église où il y a la confrérie des Noirs.
Et donc ces gens-là arrivent, ils sont esclaves ou pas nécessairement des esclaves, et ils ajoutent leur rythme, ce qui fait que fin 15e, tout début du XVIe siècle, deux énormes auteurs qui sont très importants et qui mériteraient une autre place, mais vous savez que chez nous en France, il y a toujours une caricature des pays ibériques contre laquelle je m'insurge parce que je trouve que c'est un peu injuste. Il y a deux auteurs, un espagnol, Juan de l'Encina, après si vous voulez, et un autre qui s'appelle Gil Vicente, qui font des pièces de théâtre qui sont très drôles, même aujourd'hui, et qui mettent en scène ce monde avec des Noirs et des Gitans aussi qui arrivent vers le milieu du XVe siècle. Et donc, cette diversité, les gens l'ont déjà dans la tête, et j'ajoute qu'il y a eu des conquistadores noirs, qui sont même représentés dans des codex mexicains. Ils sont noirs, ils vont avec Hernán Cortés, et ils ont même des récompenses parce qu'ils ont conquis. Donc, c'est un apport ibérique qui est assez particulier, qui est fait de mélange. Et ces conquistadores, les premiers, et on a des références très tôt, ils vont introduire dans les Amériques, je le dis au pluriel parce que l'Amérique latine n'existait pas à l'époque, bon, le continent, le nouveau monde, quel qu'il soit, ils vont introduire beaucoup d'instruments qui n'existaient pas, notamment tous les cordophones et les cuivres. Je dis exprès les cuivres parce que même aujourd'hui au Pérou on dit los cobres. Quand il y a alors les gens disent on va sortir les cobres et les gens sont très contents. Et donc il y a ces instruments, après le piano bien sûr, l'harpe, bon tout ça viendra plus tard. Il y a une nouvelle échelle musicale, tonale, parce que en gros, il y a des discussions, mais en gros, ces musiques amérindiennes sont pentatoniques. Elles ont 5 tons, il n'y a pas de demi-ton. Et donc, les autres vont introduire un nombre de tons plus important. Et ça aussi, nous, on dit, bon, ça, c'est rien, mais ça fait bizarre. Et donc, les gens ils vont introduire des paroles. On les a entendues un peu dans Venezuela, et donc une histoire. Et je profite, parce qu'après je vais oublier, ces paroles sont généralement en espagnol. Mais le fait que dans toute l'Amérique latine, on parle espagnol, qu'on comprend parfaitement les Espagnols, sauf des petits mots comme ça qui viennent locaux, elles vont devenir très vite célèbres partout. Et après, je vais donner un exemple. Donc, elles ne vont pas se limiter à un petit endroit du Mexique, un petit endroit du Pérou, etc. Elles vont se diffuser. Et le spectacle, parce que qui dit musique, il faut qu'on dit public, et que les fêtes organisées dans les mondes ibériques sont des fêtes extraordinaires, qui sont à la fois religieuses et profanes depuis des siècles. Et donc c'est l'occasion pour tous de venir avec les musiques et les processions et les instruments, etc., y compris les esclaves. Et bien sûr un répertoire qui vient et des sociabilités. Tout ça va produire des sociabilités différentes. Oui. Je vais juste mettre ça. Alors oui, comment ça fonctionne? Je vais donner un petit exemple, c'est tout, parce que sinon ça va être un peu fastidieux. Je ne sais pas si c'est... Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui pour le jazz, c'est un standard. C'est une musique qui s'appelle soit romanesque, ou alors elle a son nom
qui est assez marrant parce que c'est Garde-moi les vaches. C'est des musiques de vachers, de cowboys. Parce que ça, au fond. Et donc, c'est une musique qui a des accords très simples. Et ces accords permettent à chacun qui veut s'exercer de faire ce qu'on appelle des différences, c'est-à-dire des variations. Et du fait que, même si la romanesque a été écrite, toute cette histoire de écrit et oral n'a pas beaucoup d'importance ici. Et donc, si, par exemple, Gilles qui joue des instruments, peut prendre une romanesque et lui, il fait ce qu'il veut et change un tout petit peu. Et donc, c'est comme ça que les choses se transmettent. Les standards de jazz, ils arrivent beaucoup plus tard. Hein. Ils arrivent à la fin du 19e, début du 20e, je dirais. Autre chose, autre détail, cette chanson s'appelle « Même les dauphins meurent d'amour ». Bon, ça c'est un exemple de chanson qui a aussi des racines juives, je dis en passant. Mais si je l'ai mise là, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est de cette époque première, c'est que dans toutes ces chansons, le thème central, c'est l'amour. Même les dauphins meurent d'amour. Alors les hommes qui ont le cœur si tendre, n'en parlons plus. C'est ça que dit la chanson. Et donc, avec les standards pour exécuter les musiques, il va y avoir aussi cette valorisation de l'amour comme sentiment au-dessus de tout, qui peut-être n'existait pas sous cette forme-là dans le monde préhispanique. Et ça, on peut tracer un fil depuis les dauphins jusqu'à l'époque contemporaine, parce que ça va être le thème de la musique populaire. Autre trait de cette musique ibérique, c'est qu'elle peut, elle n'est pas déjà séparée en populaire et en classique. La musique, c'est la musique. La seule chose, c'est que les gens préfèrent des paroles profanes parce qu'on les comprend, parce qu'elles sont plus amusantes que des choses religieuses. Et il y a cette tendance à ces choses profanes déjà dès la fin du XVe. Ces paroles d'amour ou autres, elles sont capitales parce qu'elles vont produire des actes d'identification. Quand je parle d'amour, c'est vrai que peut-être la chanson, quelqu'un d'autre l'a chantée, mais si c'est moi qui la chante, à ce moment-là, cette chanson, elle traduit un sentiment et provoque cette identification. Il y a un autre type d'identification et qui est avec la vie quotidienne. Donc il n'y a pas que l'amour, il y a la vie quotidienne. Cette chanson est cubaine et c'est quelqu'un qui dit « Je travaille du matin au soir pour un argent que je ne vois pas et donc je travaille au fond. » Bien. Alors je vais la passer. On va te laisser pousser sans voix.
paysan, donc, qui vit, c'est une simplicité absolue. Le soleil se lève, on annonce déjà que la journée commence. Et c'est là que je n'ai pas voulu la passer en entier parce que pour ne pas vous fatiguer. Et alors il dit, je travaille du matin au soir, pour rien, pour... Et donc, il raconte son histoire. C'est surtout ça que je voulais insister. Et donc, on a un phénomène d'individualisation avec toutes ces chansons qui n'existaient pas dans des sociétés qui étaient plus communautaires, parce que lui va raconter son truc, puis il y en aura un autre qui dira autre chose, etc., qui me semble très important parce que on étudie toujours l'histoire à partir des documents, à partir des gens importants, des faits, mais ceux-là, ils sont à la base, et ils racontent leur histoire aussi, et c'est un petit peu ça que j'ai voulu faire. El Carretero, et c'est dans l'album de Repentistas qui va. Et cette chanson, le genre s'appelle un son. On est toujours dans les musiques ibériques, mais je vais accélérer. Il y a autre chose qui apparaît dans le domaine, certes de la musique, mais de la danse, et qu'on appelle folia. Folia, c'est presque comme en français, ça veut dire folie. Et la folia, elle requiert un peu de bruit. Vous savez que tous les Espagnols adorent le bruit. Si vous êtes allé en Espagne, même les boules pièces les plus performantes, parfois n'arrivent pas à isoler. Et que, ça c'est dans les documents, une fête qui n'a pas de bruit, elle n'est pas réussie. C'est un flop, c'est l'horreur. Alors donc, la folie, c'est le bruit, et c'est aussi, vous allez l'entendre, une musique hypnotique qui tourne, et qui va être bien sûr exploitée dans ce monde métis. Alors je passe la première, la folie atypique. Ah, il faut que je la mette plus loin. Circulaire. Si vous ajoutez maintenant les descendants d'Africains qui sont toujours là, ça donne ça. Je vais le laisser. Et plus où il le pousse, je ne veux pas non plus passer tout l'âge. Et donc, vous voyez bien avec les deux, ça c'est, elle s'appelle Le Petit Oiseau. El Pajarillo, c'est l'album de Jordi Savall qui s'appelle Folias Criollas. C'est tout ça c'est dans l'album. Le dernier rapport qui est intéressant, toujours ici, c'est ce qu'on appelle la jácara. J-A-C-A-R-A-S. Une minute et puis j'explique. Les guitares, bien sûr. Alors, ces jácaras, qu'est-ce que c'est en Espagne? Et c'est un genre qui est très, très intéressant et très marrant d'une certaine façon, parce que il y avait des théâtres de rue, et à partir du XVIe siècle, les gens sont pris de passion pour des histoires de truands. Alors, on invente un genre qui s'appelle jácara avec cette musique, et c'est des histoires de bandits et de prostituées. Thème général, mais en drôle.
et vraiment on rit encore parce que c'est très marrant avec des jeux de mots. Et ces jácaras sont incontournables pendant au moins 2 siècles en Espagne. Elles commencent à se démoder au XVIIIe siècle, mais en Amérique elles continuent et on les retrouve dans les archives. Alors pourquoi je dis cela? Parce que tous ces personnages des marges vont être les héros de tout ce populaire jusqu'à aujourd'hui. El corrido mexicano, par exemple, aujourd'hui a des histoires de narcotrafiquants. Il y a la cumbia de Buenos Aires a des histoires aussi de narcotrafiquants. Et donc, cette espèce d'engouement pour les marges est très intéressant. Et j'ai tiré le fil parce qu'on le trouve aussi au Brésil. Et donc, ça fait un trait caractéristique qu'on va retrouver, bien sûr, surtout à la fin du 19e et 20e, pour des raisons que je vais dire à la fin. Oui, je ne sais plus, ça va me... Oui, par exemple, je vais donner un exemple de tango. Dans les jácaras espagnols, moi je ne savais pas ça, mais je me suis amusée beaucoup à lire ces poésies et pas. Et il y a une prostituée qui est très drôle, qui a beaucoup de réparties, et qui dit, fait toute une strophe avec une rime très bien, et qui parle de morlaco, qui est un mot en argot, parce que toutes les jácaras devaient être parlées en argot, sinon les gens ne riaient pas. Et ce morlaco, c'est là, dans le contexte de cette jácara ancienne, ça veut dire les sous. Aujourd'hui, on dirait l'oseille, bon, un truc comme ça, mais argot. On retrouve le même mot au XXe siècle, on va l'écouter par Carlos Gardel, Los Morlacos. Et donc, il y a derrière, ce que je voulais dire avec ça, il y a d'autres trucs aussi, c'est que derrière l'histoire, il y a des permanences, il y a ce monde souterrain d'argot que moi j'ai découvert et qui est très intéressant. Moi je ne sais pas pourquoi, comment ça, je peux constater que c'est pareil, mais ça ne me dit pas le pourquoi et le comment, je ne sais pas. Donc voilà un peu les thématiques introduites par cette musique. Je passe très vite aux Amérindiens. Non pas parce qu'ils ne soient pas intéressants, mais parce que ils sont d'une certaine façon un peu moins importants, sauf pour le populaire, hein, je dis bien, pour le populaire, sauf au Pérou, qui a une musique populaire de tous les jours avec de l'amérindien. Bon, au Mexique aussi, mais moins. Alors, les Amérindiens, on sait que quand arrive Cortés et tous les cuivres et les voix espagnoles fortes comme voix de Stentor, ils ont, et ils le disent, et ils ressentent effroi et étonnement. Parce que ça fait, c'est un bruit sidérant. Et ils donnent le même mot aux trompettes, qu'ils n'avaient pas, des trompettes en cuivre, et aux arquebuses. Ce sont des choses qui crachent le feu, qui sont très fortes, très sonores. Alors comme ça, il y a des choses qui sont tout à fait passionnantes, surtout pour le Mexique, parce que le Mexique est très bien documenté, et donc on connaît mieux ses réactions pour le Mexique que pour le Pérou. Mais, une fois passés les faits de sidération, ils vont être surtout, d'abord les premiers sont les Amérindiens, les Mexicains. Ils vont apprendre les polyphonies et qui sont très difficiles. Parce que la polyphonie n'est pas une chose très simple. Il y a, comme son nom l'indique, plusieurs voix. C'est très compliqué. Et donc non seulement ils vont les apprendre, et ils vont les jouer et les chanter, et il y en a qui vont les composer. Donc les polyphonies vont entrer et ils vont apprendre à jouer la guitare. Alors il y a beaucoup de documents et tous ces instruments. Cette polyphonie, on va en prendre une. Celle-ci, elle vient du Pérou parce qu'elle est très connue, elle est très belle.
cet hymne qui est très beau est chanté lors des processions de Corpus Christi, la fête de Dieu. Et Ranat Pacha, c'est peut-être le plus connu. La musique amérindienne au Pérou, elle va se développer dans le populaire fortement. Je vais donner une et je vais... La musique s'appelle le Jardinier d'amour. Je vais le faire chanter, je vais pousser un peu. Jardinero de amores, planta una flor y se va. Bon, c'est une musique qui s'appelle Yarabi et qui, la structure du Yarabi, elle est préhispanique, elle est inca. Elle s'appelait Jarabi. Mais elle n'est plus tout à fait préhispanique, puisque vous avez entendu un instrument de corde, et donc elle est déjà métissée. Et le plus marrant, si l'on peut dire, c'est que celui qui chante, c'est le maestro Benavente Díaz de Cusco, que Jardinero de Amores, le jardinier d'amour, est une métaphore sexuelle typique du Moyen-Âge espagnol. Alors comment ça arrive en terre et de Gaulle, mais... Et donc, vous voyez, le répertoire, il est intégré, ces images, parce que l'histoire qu'elle chante correspond tout à fait à ça, mais simplement c'est un peu édulcoré. Bon, donc ça c'est pour le monde amérindien qui va toujours... Et le monde africain, si je tarde, pour que vous faites un signe, hein. Le monde africain est très très important. Ça me fait plaisir que cette musique si importante et si gaie, qui a libéré quand même de leur carcan les sociétés d'origine européenne, est émanée des gens les plus qui avaient la condition la plus difficile, les esclaves ou les autres. Alors, bien sûr, il y a les rythmes. Alors, c'est pas africain, hein, c'est colombien. Cette chanson d'alternance, elle est typiquement africaine, c'est chanté en espagnol, ça continue à être chanté. Mais la force des Noirs, d'abord, c'est que avec les trafics, arrivent toujours de nouveaux contingents. Alors c'est une musique, l'africanité, elle est toujours actualisée, puisque, alors que les Amérindiens, ils gardent un peu leur patrimoine en le métissant. La deuxième chose, c'est que tout de suite, on s'est aperçu que ces populations d'origine africaine étaient de très bons musiciens. Et donc, il y avait des maîtres qui leur apprenaient la musique classique. On va les retrouver au XVIIIe siècle avec Corelli, enfin des trucs. C'était les musiciens, les meilleurs musiciens. Quand on avait une résidence, on était 10 mois et tout, on faisait venir ces gens. Et donc, c'est niveau supérieur, niveau africain avec les tambours, et un niveau intermédiaire, populaire, qui donne ça, par exemple. Le rythme c'est péruvien aussi. Ils vont introduire, certes, les suspensions, les syncopes existent dans la musique occidentale, mais dans le monde africain, cette tendance
hacher, à suspendre, va devenir constante. Et là, on l'entend très bien avec les tempos saccadés. Et donc, ils vont accentuer aussi les notes, pas de la façon conventionnelle comme vous l'avez en Europe, et tout d'un coup sur un deuxième temps, ou quand ils veulent. Et donc, ils vont créer une rupture de la ligne qui est très, très importante. Et je donne pour les Noirs un autre exemple, parce que ça, c'est une musique qui vient d'Europe. Ça s'appelle valse. Mais au Pérou, on le met au masculin. El vals. El valsecito criollo. El vals, c'est une musique très populaire de la région de Lima, où il y a beaucoup de descendants d'Africains. Les Noirs sont sur la côte au Pérou. Et donc, vous allez voir une musique, ça c'est un enregistrement du début du XXe siècle, une musique qui est, et la danse, elle est originaire d'Europe, mais vous allez entendre aussi les... C'est pas la même phase. C'est très bien pour danser, c'est très bien. Bon, alors... le troisième temps. On accentue le troisième, hein. Oui, alors comme je suis ouvert, Voilà. En fait, donc ça apporte Voilà, ça un donne moment complètement différent. On sait couper, qui va donner... Ouais, c'est ça. Et donc là, on a un exemple parce que c'est valse. Oui, alors le morceau avec les taradam, tatam et tambour, ça s'appelle, il vient de Carlos Soto de la Colina. C'est un disque Pérou noir, je pense. Colina. Et je pense que le disque s'appelle Pérou Negro. Je l'ai, mais maintenant je ne me rappelle plus si c'était Pérou Negro, mais je crois que Pérou Negro. Et la Londra, ça c'est un ami qui m'a donné ça parce qu'il les a trouvés dans les archives sonores de Lima. Ça s'appelle la Londra, mais il n'y a pas de disque. Désolé. Alors donc, ces trois matrices, vous voyez comment elles fonctionnent. Avec autre chose, c'est la globalisation musicale. Parce que, et là je vais le dire, je vais le traduire en français, il y a une chanson du XVIIe siècle qui montre bien la circulation de ces musiques. Alors, je ne l'ai pas traduit, mais je vais le traduire. Je t'ai aimé à Portobello. Portobello, c'est Panama. Et à Veracruz, je t'ai vu. Veracruz, Mexique. Je suis allée à Buenos Aires à moitié mort d'amour. Et à Lima, je t'ai dit oui. Si tu m'aimais, chalupa mia, chalupa c'est un terme péruvien, ça veut dire mon joli cœur, ma douceur, honey en anglais. Yo te arrullaría y te chamaría. Arrullaría, c'est chanter des berceuses. Et alors, au lieu de dire Yamaria, qui est le verbe, je t'appellerai, je te chanterai des berceuses et je t'appellerai, la graphie c'est Chamaria, et donc c'est une graphie un peu à la portugaise comme en Argentine. Si tu m'aimais, je serais le seul qui jouerait pour toi et te danserait le polo, danse de Colombie. Et ça se termine comme ça, à la Havane, mon amour, on chante ainsi, alors je le dis, ça ne veut rien dire, Cacharo Paquiel, Farotukufi, Serano Chawa, Katulumbeli. Je suppose que ça veut dire un parler noir normé. Donc vous voyez que déjà,
Et c'est assez curieux parce que la carte dessine tous les ports négriers qu'il y a. Donc ça vient de là. Et les unit dans une histoire d'amour, encore une, il faut bien. Alors, au XVIIIe siècle, en fait, on va trouver dans tous les documents des références au fandango. Ceux qui aiment la musique gitane d'Europe, le fandango de Huelva, tout ça, mais on le trouve en Amérique à cette époque-là, fandango, qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une danse particulière, alors je répète, avec des mouvements un peu obscènes, c'est ce que c'est, des mouvements très osés. Et c'est aussi le lieu où on danse ce type de choses. Mais alors on va écouter juste un fandango très rapide. Non, pas la bière toute seule. Donc ça c'est un fandango espagnol, va s'animer. En Amérique, toujours les rythmes des Africains, vous voyez. Jordi, ça va. Bon, il finit par chanter, mais bon, sinon on prend trop de temps, après si on a le temps. Donc, et ce fandango, je l'ai un peu traqué dans beaucoup de documents parce qu'il n'y a jamais un document sur le fandango. C'est évident. Et on le fait synonyme de ce qu'on appelait soit les bamboulas, qui est un mot qui est resté, mais surtout des danses noires qui s'appelaient calenda, calundu, lundu, tango. Et donc, disons, la cartographie du fandango de la calenda lundu tango, sans doute, tout était un peu différent, mais ce que tous avaient en commun, c'était une danse très sensuelle, même avec des limites d'actes sexuels, comme on voit encore aujourd'hui au Venezuela et en Colombie, et avec des cassures. Quand on dansait, il fallait que la partenaire plie les genoux. Et ça les documents du 18e parlent de quiebra, et ça veut dire cassure, mais c'est comme la quebrada du tango. C'est le même mot, simplement en inventant quebrada. Quand vous voyez des couples tango qui font ces gestes et s'assoient ou ces contorsions. Et donc, tout ça est une sorte de chose générale qui se développe au XVIIIe siècle. Et on va prendre, je ne sais pas si j'ai le temps de tout passer, hein, alors ça va? Bon, ça c'est un lundu, donc ça c'est pas tango, ça c'est africain, ça vient du Cap-Vert. J'arrive, hein? Non, parce que moi j'en ai pris deux parce que j'ai soif. Une seconde, vous m'excusez, hein, que je puisse régler ces... C'est que j'avais très soif. Bon, merci. Bon, donc, on va suivre un fil de lundu pour arriver au tango et la samba, qui est la fin. Donc, ce lundu, on a vu, mais on va le retrouver au Brésil sous une autre forme. La folie, hein. Alors, on est donc dans déjà une sorte de...
les musiques qu'on connaît commencent à se mettre en place. Elles vont se mettre en place lorsque la contredanse jouée à Saint-Domingue, qui vient de France, mais qui vient aussi de l'Angleterre, va être importée à Cuba parce que beaucoup de chanteurs vont s'enfuir au moment de la Révolution à Cuba. Et ils vont aller avec leurs esclaves, vont se retrouver à Santiago de Cuba, qui est aujourd'hui un berceau de la musique. Et alors, comme ces gens, ces noirs, ils sont tellement bons, on leur dit, ben, vous allez nous célébrer un peu une petite fête, parce que vous avez très bien joué. Et il y a des contredanses. Et ils trouvent que cette musique est d'un ennui mortel, et donc ils vont la changer avec ce que Gilles a dit, avec des syncopes, avec des accentuations, et vont créer la fameuse habanera, la havanaise. Et cette habanera va être là l'origine de toutes ces musiques que l'on connaît. Alors simplement, pour le rythme de la habanera, vous allez le reconnaître très vite. Ça passe un peu en France. Et on la retrouve même aux États-Unis, dans le jazz premier, avec Jerry Roll Morton. Dès qu'il met un autre rythme. Bon, ces musiques vont passer dans le monde des Blancs. Je vous avais passé le lundu tout à l'heure, c'est la pianiste, parce que le lundu va être au Brésil la seule musique africaine qui va être acceptée par les Blancs au XIXe siècle. Alors, je rappelle comment c'est celle-là. De lundu. Mais, alors, autre musique qui est connue, je ne vais pas passer, c'est le fado, parce qu'avec le lundu que les gens adorent, et les Blancs se mettent à danser, il y a des tableaux avec tout le monde en train de danser. On va trouver le fado qui est né, alors les Portugais, ça les embête un peu, mais le fado est né au Brésil. Et alors, il est passé à Lisbonne, puisque de toute façon les navettes étaient constantes. Et à Lisbonne, il a été repris par des gens d'origine africaine qui habitaient sur les bords du Tage et des Portugais. Et ils ont donné au fado cette saveur particulière qu'a au Portugal. Donc le fado aussi est né au Brésil et dans les marges. Et on arrive, je vais finir là, on arrive donc au moment, alors ces musiques, oui, deviennent emblématiques nationales. Et petit à petit, le Brésil a sa musique, le Mexique a sa musique. Après, il y aura des questions sur le Mexique parce que je les pose des paroles qui sont très particulières. Et donc, elles vont devenir nationales. Et puis, on va avoir les premiers enregistrements. Vous savez qu'on a d'abord enregistré sur cylindre. Et pour que vous voyez ce que c'est que le populaire en 1902, les premiers cylindres. Un lundu brésilien, Isto é bom, je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Un negro spiritual des États-Unis et Enrico Caruso, le bel canto, qui est très populaire, l'opéra. Ces trois morceaux vont être les premiers de musique populaire à être enregistrés sur cylindre. Et en 1917, il n'y a plus de cylindre, déjà les enregistrements sont supérieurs, on va avoir la définition des genres, parce que les tangos étaient un peu partout, au Brésil, à Cuba, mais
le tango argentin, il va devenir argentin en 1917, et la samba brésilienne, qui apparaît un peu partout, va devenir samba du Brésil, aussi en 1917. Alors, je vais vous donner ces... voilà. Alors, voilà la première samba qu'on enregistre. Rio de la première samba. C'est l'enregistrement de l'époque. Il y a deux choses qu'elle dit qui sont importantes. D'abord, elle parle du téléphone. Et les sambas vont être à l'extrême pointe de la modernité, mais ça c'est vrai pour tous. Ce sont toujours des musiques très modernes, puisqu'elles n'existaient pas auparavant. Alors c'est une samba qui raconte qu'il y a eu un téléphone et que les gens ne savaient pas. Bon, oui, et j'avais une autre... Ah, et l'autre mot qu'elle dit, c'est alegria, ça veut dire joie. Parce que la samba brésilienne, qui vient des tangos et qui vient de cette musique de Lulus, a les mêmes origines, absolument, que le tango argentin, va bifurquer complètement. Alors, moi j'ai une explication, et qui est que l'abolition de l'esclavage au Brésil a été très tardive, 1880, bon, passé. Et donc, les premiers bohèmes qui se réunissent pour jouer de la musique, ils sortent de l'esclavage. Et donc, c'est une musique d'une gaieté folle, parce que les gens, ils sont très contents. Alors que, alors je vais donner un autre exemple brésilien, avant d'aller. C'est un choro. Ça veut dire un pleur, mais c'est très gai. Bon, c'est aussi un enregistrement de l'époque. C'est une personne qui s'appelle, un musicien immense, qui s'appelle Pichinguinha. Et Pichinguinha est quelqu'un qui, dans la musique brésilienne, était assez proche du jazz parce qu'ils se réunissaient avec des copains et ils improvisaient. Alors ce qui va se passer, c'est qu'avec l'industrie du disque, on va dire non, ça c'est, il faut que le nom de Pichinguinha soit là, que le morceau ait tant de minutes, et donc on va changer complètement. Voilà le tango, c'est pas la même chose que Pichinguinha. 1917 aussi, c'est cette date-là qui est. C'est le premier chanteur globalisé qu'on a eu, avant Carmen, avant les autres. Ça s'appelle Ma Triste Nuit. Alors Ma Triste Nuit, c'est exactement le contraire de ce qu'on a vu. C'est, comme son nom l'indique, c'est triste, parce que c'est la musique non plus des Noirs qui ont pratiquement disparu, c'est la musique des immigrants, de la solitude, des gens qui n'ont rien, et la musique des marges. Et je passe, et c'est la même année qu'un autre tango qui est né, pour être honnête, en Uruguay, qui va devenir le standard des standards des tangos, qui est la comparsita. Et je vais la passer par, je l'ai acheté à Buenos Aires, parce que c'est l'orchestre typique, c'est pas du tout du Piazzolla, mais vous allez voir les 50, alors là c'est ching, 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 je le passe, et il naît aussi à cette époque. Non, c'est pas celui. Non, celui, voilà. Là, c'est celui-là. Ah, c'est dommage. Je n'ai plus vite.
Alors, on a gardé, il y a cette structure qui vient de l'Afrique, mais alors, je finis pour dire que, bon, l'amour, il est toujours là, et donc c'est le thème très important. Et si je peux juste passer 3 extraits. Alors, il y a un genre qui va naître avec la fin de la révolution mexicaine. Ça va l'accélérer. Alors là, les Mexicains, il naît au Mexique ou à Cuba, je ne veux pas discuter, et qui s'appelle le boléro. Et ça, c'est mexicain, c'est pour ça. Et ça le reste. Ça, c'est du point de vue d'identification. J'ai oublié de vous dire parce que tout ça marche parce qu'il y a des balles populaires. Et comme je suis assez vieille, le privilège des vieux, c'est d'avoir vécu des choses qui n'existent plus. Parce que les balles populaires, et j'ai quoi avec les musiques. À l'époque, en Argentine, on arrive, il faut que quelqu'un vous sorte. Mais c'est pas simple. On vous sort parce que vous dansez bien. Et que les gens qui dansent, il faut aller avec les autres. Et donc, on ne va pas seulement pour danser, on va pour montrer que moi, qui suis peut-être une pauvre fille de rien du tout, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ça traverse toute cette époque. Je dis deux choses. Ça, c'est Cuba, Boléro. De Gardenia. Dos gardenias para ti, porque quiero decir, te adoro, mi vida, con tu corazón. Et le dernier, avec celui-là, parce que dans tous ces boleros, c'est l'homme qui souffre. C'est moi, la femme commence à souffrir quand elle se libère, au XXe siècle. L'homme commence à souffrir dans les chansons. Et donc, ce qui est dans les chansons, bien sûr, on n'est que dans les chansons. Alors, les hommes, ils apparaissent toujours avec le cœur brisé. Ça, c'est une métaphore qui apparaît depuis des siècles. Et, très important, à la fin du 19e, 20e, avec le début de la libération de la femme, les hommes disent qu'ils pleurent. Pas à cause de la libération, mais ils osent dire, ils osent dire qu'ils versent des larmes noires. Alors je vais vous faire passer Lágrimas Negras, parce que Lágrimas Negras est un boléro classique des années 20, mais il est ici interprété par un afro-cubain qui est mort il y a 2 jours, qui s'appelle Bebo, qui est un pianiste de jazz merveilleux, et par un gitan andalou qui s'appelle Cigala. Et si j'ai mis le gitan, non seulement parce que j'adore Lágrimas Negras, vous savez évidemment, c'est que je n'avais pas le temps de le dire, toutes ces musiques qui vont sur les bateaux qui reviennent au Portugal et surtout en Espagne à Cadix, elles sont reprises par cette population gitane qui va aussi les transformer, de même que les Noirs ont transformé tout, eux ils vont apporter leur touche, et donc c'est quand même un patrimoine d'une créativité extraordinaire. Et vous allez voir que la voix de Cigala est une voix particulière qui vient du Catecondo. Alors, Lágrimas Negras, les larmes noires.
muerto mi ilusión. Ven, de maldecirte con justo como, de mis sueños te como, y no te como de ilusiones. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si... Bon, j'ai laissé beaucoup de choses parce que c'est très difficile de résumer tout ça, hein, mais s'il y a des choses que je peux expliquer.